Donc, la question qu'on va poser, c'est la pratique interprofessionnelle et le lien avec la rémunération médicale et l'offre de soins. C'est une idée qui est vieille, en fait, c'est une idée qui est présente depuis l'origine du système de santé québécois. Si on regarde les travaux de la commission Castonguay-Neveu, qui sont à la base de la création du système québécois de santé, 1968-1972, il y a une description du modèle de soins qui est visé, avec des centres locaux qui visent à offrir sur une base communautaire des soins de santé. Et c'est les équipes qui sont décrites dans le rapport de la commission Castonguay-Neveu sont des équipes interdisciplinaires. On mentionne le travail des infirmières, des travailleurs sociaux, on mentionne l'approche communautaire. Et c'est d'ailleurs le modèle de ce rapport-là qui a évolué vers les CLSC qui sont actuellement en voie d'être démantelés. Cette idée-là est restée présente à travers toute l'évolution du système de santé et on l'a vu revenir vraiment à l'avant-plan des approches de réforme dans les années 2000 avec la Commission Claire. La Commission Claire a proposé toute une série de modifications aux pratiques et de modifications aux institutions qui visaient à permettre plus d'interdisciplinarité. C'est la Commission Claire qui a recommandé la création du rôle d'infirmière praticienne spécialisée, ce qui est l'approche québécoise de ce qu'ailleurs dans le monde on appelle les nurse practitioners. C'est la Commission Claire qui a recommandé la création du modèle GMF, qui est un modèle de clinique, principalement de clinique privée, qui se veut un modèle interdisciplinaire. Et les recommandations de la Commission Claire ont aussi touché l'étendue de pratique des différents groupes professionnels et une refonte de la loi sur la définition des tâches, la spécification des droits de pratique. On est encore actuellement, donc en 2016, dans les suites du rapport de la Commission Claire. Depuis cette époque-là, le Québec a investi massivement pour développer le modèle GMF et pour renforcer, ou en tout cas, pas massivement, mais à travailler ou à contribuer à essayer de renforcer l'interdisciplinarité dans l'offre de soins de première ligne. Le modèle CLSC, qui était ce modèle d'équipe interdisciplinaire, principalement de gens salariés, qui avaient une approche communautaire, c'est un modèle qui est intéressant à plein de points, mais qui, dans le contexte québécois, n'a jamais vraiment réussi à prendre son envol, pour plusieurs raisons, mais il y en a une qu'il faut mentionner, c'est une opposition farouche de la part de la Fédération des médecins omnipraticiens, donc le syndicat qui syndique les médecins au Québec, qui s'est vraiment opposé à l'idée que les médecins soient encouragés à pratiquer dans une structure publique. Ils tenaient mordicus à ce que les médecins pratiquent dans des cabinets qui contrôlent eux-mêmes. Et tant que ça a été le cas, on avait beaucoup de pratiques solo, une pratique en petits groupes, quasi exclusivement médicale, donc pas d'équipe interprofessionnelle. Et le modèle GMF, c'est à un moment donné le constat que bon, le modèle CLSC s'envole pas, et si on veut de l'interdisciplinarité, il va bien falloir trouver une façon de l'encourager. Le gouvernement a donc mis sur pied un programme financier incitatif qui dit aux médecins, rassemblez-vous en groupe suffisamment grand, plus ou moins une douzaine, suivez suffisamment de patients, plus de 9000, et à partir du moment où vous faites ça, et vous acceptez d'atteindre un certain nombre de remplir un certain nombre de critères, heure d'ouverture, soins sans rendez-vous, etc., alors on va vous offrir le moyen de devenir interprofessionnel. Et il y a un barème d'allocation dans lequel le gouvernement prête au GMF des employés qui sont employés dans la structure publique, et c'est surtout des infirmières bachelières, donc infirmières cliniciennes, mais de plus en plus d'autres professionnels. Et plus le GMF est gros, donc des GMF de niveau 9 qui suivent plus de 30 000 patients, vont avoir toute une liste de professionnels différents qui vont de ergo, nutritionnistes, psychologues, infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens, j'en oublie probablement, et qui, dans ce cas-là, ont vraiment le modèle a l'ambition d'offrir une prise en charge adaptée à chaque patient, où chaque patient reçoit les services professionnels dont il a besoin en fonction de son profil. Donc c'est un modèle intéressant. C'est un modèle qui n'est pas le modèle dominant par contre. Quand on regarde la composition d'un GMF, en moyenne, c'est une douzaine de médecins avec une infirmière et demie à peu près. Donc en termes de capacité d'offre de services, le modèle GMF reste un modèle très médical avec un peu d'autres professionnels. Mais c'est un modèle qui est en évolution actuellement. Le gouvernement veut pousser vers plus d'interprofessionnalisme. On est en train de prendre les professionnels qui travaillent en CLSC puis de les mettre en GMF. Est-ce que ça marche? Ça marche avec des hauts et des bas. Le travail interprofessionnel est extrêmement dépendant du lieu. Il y a des GMF dans lesquels le travail interprofessionnel
puis je vais caricaturer, mais à peine consiste à, il y a une infirmière qui peut comme ça apporter le café au médecin, et à des milieux dans lesquels il y a réellement un travail de respect entre les différents professionnels, où chacun va aussi loin que sa formation et ses intérêts lui permettent d'aller, et où le travail est divisé de façon extrêmement intelligente. Donc, ça va de catastrophique à fantastique. On doit remarquer qu'à l'échelle de l'ensemble du système, à l'heure actuelle, la moyenne se situe plutôt dans le médiocre que dans le merveilleux. Les raisons qui font que le Québec n'est pas encore rendu dans le merveilleux dans le travail interprofessionnel sont multiples. Il n'y a pas forcément beaucoup d'incitatifs, il n'y a pas forcément beaucoup de formation, c'est en train de changer, et on a un système de rémunération des médecins qui est un système qui ne favorise pas le travail interprofessionnel. En première ligne, les médecins sont payés principalement à l'acte. Donc, chaque visite d'un patient entraîne la facturation d'un montant qui est modulé en fonction des caractéristiques du patient, des caractéristiques de la visite, puis des caractéristiques des services offerts. Un patient qui vient dans un GMF et que le médecin décide de ne pas voir parce que l'infirmière peut de façon autonome répondre à l'ensemble de ses besoins, est un patient qui ne permet pas de faire une facturation. Ce qui fait que du point de vue du GMF, c'est un non-patient. Il va passer par les locaux, mais du point de vue du médecin qui travaille dans la clinique, le patient n'est associé à aucune rentrée de ressources ni rentrée d'argent. Et plus les médecins vont confier les patients simples qui ne demandent pas de soins avancés, qui ne demandent pas forcément une formation en médecine, plus les médecins vont confier ces patients-là à d'autres professionnels, que ce soit les travailleurs sociaux, des infirmières ou d'autres, mais plus ce qui va rester aux médecins, ce sont des patients lourds. Des patients pour lesquels, effectivement, on a besoin d'avoir une formation de médecine, et il s'agit de patients avec des multimorbidités, des patients qui demandent du temps, et des patients, donc, qui vont, entre guillemets, être moins rentables. Des patients qui vont faire en sorte qu'à la fin de la journée, le montant facturé par le médecin va être inférieur à ce que le médecin aurait gagné s'il avait vu l'ensemble de profils de clientèle, y compris les cas les plus bénins. Il y a eu des ajustements qui ont été faits au cours du temps pour changer la façon la grille de tarification à l'acte pour essayer d'éviter ce biais-là, mais le biais existe toujours. Et ce qu'on voit, c'est les compensations pour ces problèmes-là. Compensation, donc le gouvernement paye les GMF, donne de l'argent pour les locaux, pour donc que ces patients non payants ne soient pas un coût pour le GMF. Et le gouvernement a aussi d'autres formules et ces formules-là sont appliquées aux IPS. Il faut voir que les IPS, donc les infirmières praticiennes spécialisées, viennent directement empiéter sur le territoire des services médicaux. Il y a un grand morceau substitutif au service d'une IPS. Pour la majorité des problèmes de santé courants de première ligne, une IPS peut offrir le service indépendamment du soutien d'un médecin. Donc l'IPS est capable juste d'offrir le même service pour la majorité des problèmes. Il faut voir qu'à partir du moment où une IPS travaille en collaboration avec un médecin, ici, les IPS sont encadrés par une loi qui les oblige à avoir un médecin partenaire dans le milieu où elles travaillent. Le médecin partenaire, s'il délègue à l'IPS l'ensemble de ces patients qui peuvent être suivis de façon autonome par l'IPS, bien là, ils viennent se priver, entre guillemets, d'une grande partie de gens facturables. Pour éviter que les médecins aient l'impression de superviser l'IPS bénévolement, en plus que ça leur coûte de l'argent, le gouvernement a mis en place un système dans lequel les médecins touchent un montant forfaitaire qui est de l'ordre de 30 000 $ par année pour les compenser pour la perte de revenus et pour le travail qui est associé à la supervision d'une IPS. C'était assez atypique. Le Québec est, à ma connaissance, la seule province qui a vraiment un montant forfaitaire comme ça. D'autres provinces comme l'Ontario ont des montants par heure consacrés à la supervision. Ici, c'est vraiment un forfait payable aux 2 semaines. 30 000 $ pour un médecin qui accepte de travailler avec une IPS. Et jusqu'à un certain point, ce montant-là, c'est la reconnaissance par le gouvernement que le modèle de financement à l'acte, les médecins travaillent payés à l'acte, est vraiment pas facilement conciliable avec la délégation vers d'autres types de professionnels. On vient donc mettre un band-aid pour pallier au fait que notre mode de rémunération à l'acte ne favorise pas le travail interprofessionnel. Puis peut-être 2 choses à prendre en compte en terminant. La première, c'est que le futur est interprofessionnel. Il n'y a aucun doute que tous les systèmes de santé performants dans le monde sont des systèmes de santé qui reposent sur une première ligne forte, puis par forte, on veut dire, elle fait
l'essentiel du travail, et ça repose sur le fait qu'on a besoin d'une main-d'œuvre abondante, efficiente, pas trop chère. Les systèmes de santé de performance s'appuient sur une première ligne fortement interprofessionnelle. On est sûr de ça. Deuxièmement, il faut que cette main-d'œuvre interprofessionnelle soit utilisée à la pleine étendue de sa pratique, donc les gens ne soient pas cantonnés à un petit rôle qui consiste à faire des choses simples pour lesquelles n'importe qui pourrait être embauché, mais bien, si on a une IPS, que cette IPS-là pratique à la pleine étendue de ce qu'une IPS peut faire, si on a une clinicienne, que cette clinicienne-là ne fasse pas le travail d'une auxiliaire, etc. Et dans ce morceau-là, il faut aussi bien prendre en compte l'importance que les soins offerts soient pertinents. On voit une tendance préoccupante au Québec de cantonner les infirmières cliniciennes en particulier dans le suivi des maladies métaboliques courantes, hypertension, diabète, cholestérol, et d'en faire des machines à ajuster la prescription médicale. Donc, on diagnostique à peu près tout le monde avec une maladie métabolique, le médecin diagnostique, et la machine ensuite est de confier ces foules de patients à des infirmières qui vont faire du suivi régulier et de l'ajustement de médication. Or, là, on a un problème. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que les soins qui sont offerts là, dans cette intervention très poussée vers la maladie métabolique, est-ce que ça permet aux gens de vivre plus longtemps, en meilleure santé, plus heureux ou quelque chose? Beaucoup de preuves scientifiques montrent qu'en fait, non. Le suivi médicamenteux des maladies métaboliques à grande échelle donne, pour l'essentiel, rien. Donc, l'interdisciplinarité, c'est bon si on fait en sorte que les professionnels, on les utilise pour des soins qui sont utiles. Mais d'excellents professionnels très bien utilisés pour produire des soins parfaitement inutiles, ça reste un échec total. Je dirais que pour le futur, il va falloir changer la façon dont on rémunère les équipes de première ligne, il va falloir s'assurer qu'elles soient de plus en plus interdisciplinaires et il va falloir se préoccuper profondément de la pertinence des soins qu'elles offrent.